Votre sèche-cheveux est cassé? Attendez, ne le jetez pas tout de suite à la poubelle. Chaque année, ce sont 50 millions de tonnes d'appareils électroniques qui finissent en montagnes de ferraille. Le plastique de votre vieux sèche-cheveux mettra 500 longues années à se décomposer, pendant que le plomb et le chrome toxique, eux, empoisonneront lentement la Terre. Mais, et si on vous disait qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du danger, mais aussi de l'or, du vrai? Et que près de 90% de votre appareil, qui semble bon à jeter, peut en fait être transformé en quelque chose d'utile. Dans cette vidéo, on va suivre le voyage incroyable d'un sèche-cheveux. Depuis votre salle de bain, jusqu'à une usine high-tech, pleine de robots, de presses et de fours chauffés à 1500 degrés Celsius. Regardez bien jusqu'au bout pour découvrir comment un simple sèche-cheveux participe à un processus de recyclage franchement étonnant. Alors, un sèche-cheveux contient plusieurs composants dangereux. Les éléments chauffants et les fils, par exemple, peuvent contenir du nickel, du chrome ou des soudures au plomb. Tout ça, ça pollue l'environnement. La carte électronique, elle, abrite des circuits intégrés, des résistances, des transistors. Et dedans, on peut trouver des traces de métaux des terres rares. Le plastique aussi. Il n'est pas toujours adapté au recyclage. Du coup, si vous jetez votre sèche-cheveux dans la poubelle classique, il finira en décharge. Là-bas, le plastique commencera à se décomposer. Ça peut prendre entre 100 et 500 ans. Et les métaux lourds risquent de contaminer l'environnement. Heureusement, on peut déposer les vieux sèche-cheveux dans des points de collecte spéciaux pour l'électronique. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de récupération des déchets électroniques, où l'on reprend gratuitement les appareils électroménagers pour les recycler. On peut aussi rapporter l'appareil en magasin quand on en achète un nouveau. Dans certains pays, les magasins d'électroménager sont tenus de reprendre les vieux appareils pour s'assurer qu'ils soient recyclés. Autre option, l'atelier de réparation ou une association caritative. Si le sèche-cheveux fonctionne encore, même un peu, on peut essayer de le faire réparer ou bien le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même le démonter vous-même et apporter les différents matériaux au recyclage. Bon, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais ça permet de récupérer des métaux précieux et de réduire au maximum les déchets. Franchement, pour moi, le plus simple reste de le déposer pour le recyclage. Comme ça, il partira avec d'autres appareils vers une usine spécialisée. Là-bas, le processus de recyclage commence dès la collecte et le transport. Les sèche-cheveux sont rassemblés dans de grands conteneurs, des bacs qui font entre 1000 et 5000 litres, puis transportés par camion ou par conteneur. Une fois à l'usine, les appareils sont triés par catégorie. On met d'un côté les gros appareils, de l'autre le petit électroménager, et encore ailleurs les appareils électroniques. Les sèche-cheveux, eux, sont dirigés vers une ligne de démontage spécifique. Ils sont d'abord inspectés par des employés qui portent des gants et des combinaisons de protection, histoire d'éviter tout contact avec des substances potentiellement dangereuses. Après ça, c'est parti pour le démontage mécanique. Les appareils avancent sur un tapis roulant, où une presse automatique vient casser la coque en plusieurs morceaux. Ensuite, des bras robotisés s'occupent de dévisser les vis, de séparer l'élément chauffant et les fils. Puis, c'est au tour du moteur d'être retiré. Il est intéressant car il contient du cuivre dans son bobinage. Une fois que toutes les pièces principales sont extraites, elles sont triées par type de matériau. Le plastique, par exemple,
passe dans un broyeur qui le réduit en petits morceaux de 5 ou 10 mm. Ensuite, il est nettoyé et refondu pour fabriquer de nouveaux objets. Les parties métalliques, comme les fils de cuivre ou l'élément chauffant, sont envoyées à la fonderie. Là, la température grimpe jusqu'à 1200 voire 1500 degrés Celsius. Les métaux ainsi récupérés serviront à fabriquer de nouveaux appareils électriques. Quant à la carte électronique, elle est broyée, puis traitée avec des solutions chimiques spécifiques pour en extraire les matériaux de valeur, comme l'or, l'argent et le palladium. En moyenne, près de 90% des matériaux qui composent un sèche-cheveux peuvent être recyclés. Le cuivre retourne dans l'électronique et les câblages. L'aluminium et l'acier sont réutilisés dans l'industrie automobile ou le bâtiment. Et le plastique recyclé peut tout à fait redevenir la coque d'un nouvel appareil. Les parties qui ne peuvent pas être recyclées, elles, sont dirigées vers un centre d'enfouissement sécurisé ou sont incinérées dans des conditions très strictes. Alors, qu'est-ce qui n'est pas recyclable exactement? Eh bien, certains types de plastique, comme les plastiques thermodurcissables, vous savez, ceux qui ne fondent pas et ne peuvent donc pas être remodelés. Il y a aussi les résidus de colle, de mastic et de résine. Souvent utilisés dans l'assemblage du sèche-cheveux, ils peuvent contenir des produits chimiques nocifs. Les circuits intégrés contenant des impuretés de métaux lourds ou les pièces qui sont imprégnées de substances toxiques, ça non plus, ça ne se recycle pas. Et c'est pareil pour les restes de matériaux isolants, car ils peuvent contenir des substances cancérigènes impossibles à traiter pour le recyclage. Chaque année, le monde produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques, et seulement 20% environ sont correctement recyclés. Les sèche-cheveux, comme d'autres petits appareils, finissent trop souvent à la poubelle classique. Là, leur plastique pollue l'environnement pendant des siècles, et leurs métaux lourds contaminent l'eau et le sol. Si chacun d'entre nous prenait l'habitude d'apporter ces vieux appareils au recyclage, ça aiderait vraiment à réduire la quantité de déchets dangereux, à préserver nos ressources naturelles, et aussi à diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Tout simplement parce que réutiliser les matériaux existants demande beaucoup moins d'énergie que d'en extraire de nouveaux. Rien qu'aux États-Unis, par exemple, on génère environ 7 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et là encore, seulement 20% sont officiellement recyclés. Une fois démontées, donc, toutes les pièces du sèche-cheveux passent par une étape de tri selon leurs matériaux. Les composants métalliques, on parle ici des fils de cuivre, des pièces en aluminium ou en acier de la coque, de l'élément chauffant, atterrissent dans des conteneurs dédiés avant d'être broyés. Le cuivre est ensuite séparé grâce à des techniques magnétiques et électrostatiques, puis il part à la fonderie où il fondra à 1084 degrés Celsius. L'acier et l'aluminium sont également refondus et serviront à fabriquer de nouvelles pièces pour l'électroménager ou pour l'industrie automobile. Les pièces en plastique, la coque, les boutons, l'isolation des fils sont elles aussi broyées, mais en granulés. Ensuite, elles sont lavées et triées par type de plastique. Certains types pourront être transformés en nouvelles coques pour des appareils électroniques. Les pièces métalliques, une fois compressées en briquettes bien denses, prennent la route vers les usines métallurgiques. Là, elles seront fondues et réintégrées dans la production de nouvelles pièces. Le plastique, lui, est conditionné dans de grands sacs et transporté vers des usines spécialisées dans le recyclage des plastiques. Il y sera refondu pour fabriquer de nouveaux objets, comme des boîtiers pour l'électronique ou des composants pour les voitures.
transport des composants toxiques et des résidus non recyclables, eh bien ça, c'est une autre histoire. C'est un processus extrêmement réglementé qui demande des autorisations très spécifiques. Pour pouvoir transporter ce genre de matière, l'entreprise doit détenir une licence spéciale pour la manipulation de matériaux dangereux. Tous les conteneurs doivent être clairement étiquetés selon les normes internationales et être accompagnés de toute la paperasse nécessaire. Le transport lui-même se fait obligatoirement dans des camions spécialisés, équipés de conteneurs métalliques parfaitement étanches, histoire d'éviter toute émanation toxique ou fuite de liquide. Les chauffeurs, eux, suivent une formation spéciale, parce qu'en cas d'accident, la moindre erreur de manipulation pourrait déclencher une véritable catastrophe écologique. Si ces déchets ultimes ne peuvent pas être incinérés en toute sécurité, ils sont alors conduits vers des décharges spécialement conçues pour les matériaux toxiques. Là, ils sont enfermés dans des capsules en béton hermétique ou confinés dans des enveloppes de protection multicouches. Tout ça, c'est fait pour garantir qu'aucune substance nocive ne puisse s'échapper et contaminer l'environnement. « 30 000 tonnes d'acier, 100 mètres de long, et une seule chance de souder le tout à la perfection. Au cœur des chantiers navals géants, entre les éclairs de soudure à l'arc et le grondement des grues, naissent les géants des mers, ces navires qui traverseront les océans. Ici, chaque soudure n'est pas qu'un point de métal. C'est une promesse de sécurité pour des milliers de passagers à bord. Comment les robots et les humains unissent-ils des centaines de blocs pour former une coque insubmersible? Comment l'un des plus grands exploits d'ingénierie prend-il vie sous nos yeux? Regarde bien, tu vas voir battre le cœur en fusion d'un titan des océans. La soudure de la coque est une étape cruciale. Elle garantit la solidité, la durabilité et la sécurité du navire. Les méthodes traditionnelles de soudure sont peu à peu remplacées par des technologies modernes qui accélèrent le processus et offrent des soudures d'une qualité exceptionnelle. Le lieu où tout cela se passe? Un immense chantier naval, parfois grand comme une ville. Ce n'est pas juste un atelier, mais un site d'ingénierie XXL. Le chantier couvre des dizaines d'hectares, avec des cales sèches où l'on assemble les navires et des ateliers spécialisés dans le traitement des métaux. Dans les cales sèches, les coques reposent sur d'énormes supports, ce qui permet aux ouvriers de travailler sur chaque section avec facilité. Des grues géantes déplacent les blocs de plusieurs dizaines de tonnes pour les amener à l'emplacement de soudure. Autour, c'est un concert de machines, d'étincelles, de bruits métalliques, une vraie chorégraphie industrielle. Les héros ici, ce sont les soudeurs. Des pros hyper qualifiés, capables de travailler tout type de métaux, souvent dans des conditions difficiles, endroits exigus, faible éclairage. Ils utilisent des techniques modernes, comme la soudure TIG ou MIG. Qu'ils soient dehors ou en intérieur, leur boulot, c'est de transformer des plaques d'acier en coques solides comme des bunkers. Le spectacle est impressionnant. Des arcs électriques éclairent l'espace, des étincelles jaillissent, les machines bourdonnent. Casqués, protégés, les ouvriers se déplacent entre les structures métalliques géantes. Les grues soulèvent des blocs énormes, pendant que les robots assurent des soudures en continu. Ces systèmes robotisés garantissent une précision extrême grâce à un suivi automatique des soudures et des corrections en temps réel. Ils effectuent des mouvements programmés, pour une soudure régulière, sans défaut. Dans les grands chantiers navals français, cette technologie permet de réduire le temps de soudure de la coque de 40%.
La soudure laser utilise une densité d'énergie très élevée pour créer des soudures profondes, avec un impact thermique minimal. Elle peut atteindre 300 mm de profondeur en un seul passage, tout en réduisant la consommation d'énergie de 60%. Autre technique, la soudure par friction malaxage. Elle permet de joindre les métaux sans les faire fondre, grâce à la chaleur générée par le frottement. Idéal pour assembler de longues plaques d'aluminium, fréquentes dans les constructions navales. La construction d'un paquebot géant peut durer jusqu'à 3 ans. Tout commence par une conception détaillée, avec les spécifications techniques et l'aménagement intérieur. Puis vient la découpe de l'acier, via des machines à commande numérique qui assurent une découpe rapide et ultra précise. Les grandes plaques obtenues serviront ensuite à la fabrication de la coque. Ces machines peuvent traiter d'immenses surfaces métalliques à haute vitesse. Un vrai gain de temps et d'efficacité. Une fois les panneaux prêts, on les assemble à l'aide des techniques de soudure les plus avancées. Des robots suivent des programmes spécifiques pour exécuter des mouvements précis et produire des soudures parfaites. Grâce à cette robotisation, la production va plus vite, le risque d'erreur humaine diminue et la qualité est constante. Sur le chantier, on voit des grues géantes soulever des blocs de plusieurs tonnes, les placer à la bonne position. Les ouvriers se déplacent entre les structures d'acier au rythme des machines, des marteaux et des arcs électriques. On se croirait dans un film de science-fiction. Un navire se compose de centaines de blocs, assemblés un par un sur Terre. Un paquebot, par exemple, peut nécessiter plus de 40 blocs, montés à l'aide de grues monumentales, puis soudés ensemble. Une fois la coque terminée, on remplit la cale sèche d'eau. C'est le premier flottement du navire. Ensuite, on passe à l'aménagement intérieur. Cabine, restaurant, théâtre, zone de détente. Avant ce grand moment, une série de contrôles. Vérification de l'étanchéité de la coque, test des trappes, des ponts, ajustements finaux. L'eau entre dans la cale par des écluses spéciales, sous contrôle strict. On surveille le niveau pour éviter toute déformation du navire. Une fois que le navire flotte, on vérifie sa flottabilité et l'absence de fuite ou défaut. On teste aussi les moteurs, les arbres d'hélice, les systèmes mécaniques. Sans oublier réseaux électriques, éclairage, électronique embarquée, GPS, radar, instruments de navigation, tout y passe. Le navire part ensuite en essai en mer. Vitesse, maniabilité, stabilité. Les tests sont effectués dans différentes conditions pour valider la sécurité et l'efficacité. Un défaut dans la conception peut tout changer. Un centre de gravité mal calculé peut entraîner un basculement. Un manque de stabilité peut compromettre la navigation. Si la coque n'est pas parfaitement étanche, l'eau s'infiltrera, provoquant des pertes de flottabilité, voire un naufrage. Heureusement, les tests de mise à l'eau permettent d'identifier ces défauts dès le remplissage de la cale sèche. Le navire doit être parfaitement équilibré pour rester stable. Un mauvais répartition du poids, et hop, problème de flottabilité. Les systèmes de stabilisation, comme les quilles anti-roulis, doivent fonctionner parfaitement. Sinon, le navire tangue et les essais sont invalidés. La franc-bord minimale, c'est-à-dire la distance entre le pont et la surface de l'eau, doit faire au moins 6% de la longueur totale du navire pour garantir une bonne réserve de flottabilité en cas de vagues ou de conditions extrêmes.